En direct du studio Sur la ligne, bienvenue à cette édition du 30 juillet de Café OBN, le podcast Sur la ligne, le podcast officiel de Tennis Canada. Alex Régimbald en votre compagnie, Hugues Léger à mes côtés. Il y a eu beaucoup d'actions hier, on va revenir sur ce qui s'est passé durant la journée d'hier. On va regarder également ce qui s'en vient pour la journée de l'Omnium Banque Nationale autant à Montréal qu'à Toronto. Les journées sont longues, Hugues, mais comment vas-tu? Comment te portes-tu? Est-ce que le niveau d'énergie est encore pas si mal? On prend notre air d'aller jour après jour, ça va très bien. Moi, c'est un bonheur d'arriver ici très tôt le matin et de repartir très tard le soir. Donc, aucun enjeu côté énergie. En tout cas, jusqu'à maintenant, première année sur 12 jours, donc on s'en reparlera peut-être la semaine prochaine. Mais je suis de bonne humeur et heureusement, hier, la journée a été sauvée par Victoria Mboko en fin de session de soirée très tard à minuit. Et ça a un peu mis un baume sur une journée un peu compliquée pour les organisateurs. Ouais, merci à Coco Gauff et Daniel Collins qui ont étiré ce match avant celui de Victoria Mboko. Mais on est resté jusqu'à la fin pour recueillir les commentaires de Victoria Mboko, qui par ailleurs l'a fait en français très tard hier soir. Alors, on est là pour vous donner toute l'actualité. D'ailleurs, vous pouvez voir sur nos plateformes, il y a beaucoup de trucs qui sont disponibles, qui peuvent être très intéressants. Par exemple, on a parlé d'Eugénie Bouchard, sa carrière, sa perception, qu'est-ce qu'on devrait retenir de sa carrière. Charlotte et moi avons fait une capsule, je pense que ça vaut la peine. C'est un 8 minutes là, où on a jasé d'Eugénie Bouchard, je pense que ça vaut la peine d'aller voir ça sur nos plateformes. Revenons sur la journée d'hier, mon cher Hugues, on va commencer par ça. Le nom qui était sur toutes les lèvres, c'était Leylah Fernandez. On l'attendait après sa belle victoire à Washington dans son titre le plus important de sa carrière. On se disait peut-être qu'elle peut aller encore jusqu'au bout cette semaine. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et après, on a eu même une petite controverse à gérer. Oui, elle n'aura fait que passer. Et ce qu'on a vu sur le terrain hier en deuxième match en session d'après-midi, c'était l'ombre de Leylah Fernandez. On voyait qu'elle avait plus de jus, là. La tank à essence était vide. Donc, défaite contre l'Australienne Joint qu'elle avait battue la semaine dernière au premier tour de Washington. Donc, Leylah qui est sortie très déçue, évidemment, de ce match-là. C'est terminé à Montréal. Par contre, elle continue en double aujourd'hui avec sa sœur Bianca. Ben, vous aurez l'occasion de la voir. Si vous n'avez pas eu la chance de la voir, vous pouvez la voir en double avec sa sœur. Elle joue à quelques reprises ici et là. Elles le font souvent ici à l'Omnium Banque Nationale. Elle joue contre les premières favorites Errani Paolini sur le cours Rogers à 14h. Bon, je te disais, il y a eu une controverse. Oui, allons-en. Parce que après son match, Leylah était visiblement déçue, voire même frustrée. Chamboulée. Chamboulée, c'est peut-être le bon terme. Elle est arrivée les larmes aux yeux dans cette conférence de presse-là. Et tu sais, c'est une fille tellement souriante, tellement accessible. C'était pas la Leylah Fernandez qu'on est habitué de voir. Et elle a sous-entendu que, bon, on lui a fait des promesses par rapport à l'horaire. Elle aurait préféré jouer en soirée parce que, bon, évidemment, les heures de sommeil avaient été courtes. Elle a dit, j'ai pas été capable de donner le niveau de tennis que je voulais donner aux partisans. C'était pas la vraie Leylah qui était sur le terrain. Et si j'avais dormi 2-3 heures de plus, peut-être que ça aurait fait toute la différence. Malheureusement, l'organisation du tournoi / la WTA, on n'a pas été capable de lui donner ce match-là en soirée. Peut-être que tu peux expliquer pourquoi puis les enjeux que ça a donné par la suite. Bon, c'est évident qu'il y a eu des discussions avec le tournoi à la fin de la semaine dernière, sûrement après sa demi-finale très longue contre Rybakina, on s'en souvient, victoire en 3-7, 3 tie-break. Et le tournoi, et sûrement Valérie et son équipe ont dit on va essayer de te mettre le plus tard possible. Ultimement, ils ont effectivement eu le dernier espace de match de premier tour pour Leylah avant que les matchs de deuxième tour commencent. Donc, ils ont été placés le plus loin possible. Ultimement, il faut dire que c'est la WTA qui fait la décision là, de qui va jouer, comment les matchs vont se dérouler, premier tour, deuxième tour. Et je regardais les braquettes ce matin, puis effectivement, la braquette où elle est là, maintenant c'est Joint évidemment qui est passé, ben ils sont en retard. C'est le dernier match qui avait pu être joué au premier tour. Rappelons que Leylah avait gagné Washington et Leylah n'avait pas de laisser-passer au premier tour comme les joueuses favorites. Fait qu'elle devait jouer ce premier tour-là et ils l'ont placé le plus tard possible, qui était évidemment ce deuxième match en après-midi. Puis bon, elle est vraiment arrivée à plat. Maintenant, est-ce que les 2-3 heures de plus auraient pu faire une différence?
Peut-être, hein, un traitement, une petite sieste, un bain de glace, sûrement que ça peut aider. Tout ce qu'elle pouvait prendre aurait été bénéfique pour elle, mais ultimement, la WTA a fait l'appel qu'il devait jouer ce match-là en après-midi parce que les matchs de deuxième tour devaient commencer après. Et hier, on a appris ça, que c'est vraiment la WTA qui a le mot final sur les horaires. Bon, j'imagine que Tennis Canada a son mot à dire, ou en tout cas dans une bonne partie de la construction de l'horaire, mais le mot final appartient à la WTA. Et c'est ce que Tennis Canada est venu nous raconter en conférence de presse, particulièrement Valérie Tétrault, parce qu'après la conférence de presse de Leila, Tennis Canada a répondu immédiatement parce que ça sous-entendait que Tennis Canada avait promis l'horaire à Leila et que finalement on l'avait pas eu. Et Valérie, parce qu'on la connaît bien, là, je vais me permettre le raccourci, mais Valérie Tétrault, la directrice du tournoi, est venue dire on a tout fait pour essayer de la faire jouer en soirée. Malheureusement, les matchs de soirée, c'était des matchs de deuxième tour. Leila devait jouer son match de premier tour. Alors, il y a plusieurs enjeux par rapport à ça. Il faut penser à son adversaire et les adversaires futurs également parce que, t'as beau dire je veux jouer en soirée, mais est-ce que tu pénalises l'adversaire qui doit jouer des matchs consécutifs par l'après? Ou... Alex, même le match de fin de session de jour était déjà un match de deuxième tour. Donc, ils ont vraiment eu le dernier créneau à ce moment-là. Puis... Et il y avait même eu un match de deuxième tour joué avant celui de Rebecca Marino. Alors, je pense qu'on avait déjà poussé la note du côté de la WTA. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu faire une exception? À voir, je sais pas. Valérie a sous-entendu que peut-être qu'il faudrait revoir la formule du règlement parce que pour prioriser les WTA 1000 et les Masters 1000, pour éviter que justement quelqu'un qui gagne un 500 au niveau de l'horaire soit pénalisé dans un plus gros tournoi où il y a des bourses plus grosses. Alors, est-ce qu'il y aura des questions à se poser à ce niveau-là? Possiblement. C'est ce que Valérie est venue nous expliquer hier. Deux points sur ça. Bon, Valérie, je suis convaincu, étant une ancienne joueuse elle-même, prend la défense des joueuses et des joueurs avant tout, j'en ai aucun doute. Puis surtout, elle veut protéger une Leila Fernandez qui est un atout pour le tournoi au niveau de la vente de billets et tout ça. On veut qu'elle réussisse évidemment dans son tournoi local. Mais on vient à la plus grosse question, Alex, qui est le chevauchement des tournois qui s'intensifie. Donc, évidemment, le premier tour de Montréal se jouait le jour de la finale de Washington dimanche passé. Le tournoi de Cincinnati, premier tour, va commencer aussi le jeudi et le mercredi en chevauchant à Montréal. Donc, ça se peut que les situations se reproduisent. Ce qui est dommage pour Leila, c'est une tempête parfaite. Son classement lui permettait pas d'avoir un bail au premier tour. C'était le cas d'Alex Dominard qui a gagné à Washington, qui a pu jouer en soirée à Toronto. Exactement. Donc ça aurait donné un petit baume, là, un petit break de plus, en tout cas pour commencer un peu plus tard. Mais comme Leila n'était pas une des favorites du tournoi, des 16 favorites, elle a dû jouer le premier tour et ils l'ont mis le plus loin possible. Petite fleur lancée à Tennis Canada parce que évidemment c'est le genre de situation où des fois au niveau communication ça peut être compliqué, on a réagi rapidement. C'est pas l'idée de lancer des fleurs parce qu'on est partenaire avec eux autres inutilement. Les deux on a travaillé beaucoup en communication. Chapeau à Tennis Canada qui est venu éclairer la situation très rapidement parce que les journalistes avaient beaucoup de questions. Sans faire trop de millage là-dessus, je veux quand même spécifier que Kalinskaya, qui était en finale contre Leila Fernandez, elle jouait dans les mêmes conditions à la même heure et a gagné son match. Et à ma connaissance, j'ai pas entendu de plainte. Maintenant, est-ce que dans les coulisses, ça s'est passé? Non. Peut-être, mais il reste qu'elle a gagné son match. Je suis content que tu sortes ce point-là, Alex. Bien vu, bravo, parce qu'effectivement, Kalinskaya est exactement sur le même horaire que Leila Fernandez, bien qu'elle ait perdu en finale. Peut-être qu'elle avait moins d'engagement après, elle était partie vers Montréal, elle a pris l'avion un peu plus tôt, mais peu importe. Elles étaient sur le même horaire, devaient jouer le premier tour, et Leila et Kalinskaya. Et Kalinskaya a gagné son match quand même. Puis, elle rejoue très tôt aujourd'hui, donc il faut pas oublier comment ça s'enchaîne, mais effectivement, c'était la même chose et pour Kalinskaya et pour Fernandez, et Kalinskaya a gagné son premier tour. Si ça se trouve, elles étaient peut-être même dans le même avion pour s'en venir. Là. Souvent les tournois là, vont aller chercher les champions d'un tournoi qui s'en viennent, vont aller les chercher avec un avion nolisé. Tu vas en prendre très bien soin, ça peut s'organiser. Souvent c'est ça, parce que ça peut être compliqué, tu veux pas pénaliser justement un joueur qui est allé loin dans un tournoi puis l'obliger à déclarer forfait. Absolument. Les tournois ont des façons de faire des moyens de transport pour aller chercher. Alex, je pense que la conclusion de tout ça, c'est qu'encore une fois, la WTA va devoir se questionner sur le calendrier, sur le règlement, parce que oui, c'est une situation qui peut se reproduire encore, c'est juste extrêmement triste que ça soit arrivé à notre Leila Fernandez. Puis là, on parle de l'enchaînement, mais le calendrier, de façon générale, c'est un point qui revient à chaque année. Les joueurs de tennis, c'est des psychopathes d'une certaine manière avec leur horaire. L'horaire est sur 12 mois par année, semaine après semaine. Voilà. Et c'est le voyagement. Tu fais tous les continents à chaque mois ou à peu près. Là. J'exagère, mais à peine. Beaucoup de alors, le calendrier est à revoir sur sa formule. En même temps,
je sais pas par où on commence. Parce que ce sont tous des, entre guillemets, athlètes autonomes qui peuvent très bien décider de pas jouer un tournoi ou pas, mais en même temps, t'es pénalisé. Enfin, je sais pas. On en reparlera éventuellement sur le calendrier. Peut-être un dernier point par rapport au calendrier. Toute la série américaine est alignée sur le US Open, sur la fête du travail. C'est là, c'est le paroxysme de la route vers le US Open qu'on vit. Et la fête du travail est très tôt cette année. Elle est le 1er septembre, je crois, ou le 1er ou 2. Et ce qui fait qu'il y a un rétro-planning pour tous les tournois nord-américains avant le US Open. Et c'est ce qu'on appelle un short calendar cette année. Donc, on commence un petit peu plus tôt. L'an prochain, on retrouvera notre place, première semaine du mois d'août. Et je pense que ça va mieux se placer un petit peu par rapport à ça. Mais évidemment, c'est les pires conditions cette année. À Toronto, ils en parlent aussi, by the way. C'est pas seulement à Montréal. Les joueurs qui sont là à Toronto, il y en a beaucoup qui ont décidé de faire l'impasse. En plus, on le sait. On ne reviendra pas sur les favoris qui se sont retirés. Mais c'est une année particulièrement condensée au niveau du calendrier, surtout à cause de la fête du travail du US Open, qui est tôt cette année. Donc, c'est terminé pour Leila Annie Fernandez, visiblement fatiguée. Sauf en double, elle va aller en double. Et qui sait peut-être que ce serait une belle histoire en double, mais je regardais ça, elle joue aujourd'hui, elle joue contre la première tête de série. Paolini, c'est Errani. Alors, ce sera pas simple. Et Sarah Errani, qui est une joueuse vétérane du circuit, qui a déjà bien fait ensemble, mais qui a une belle carrière en double depuis quelques années. Ouais. Autre, mauvaise nouvelle hier, Bianca Andreescu a dû déclarer forfait. Visiblement, sa chute sur le point de match dans son match de premier tour lui a été fatale. La malchance qui s'acharne sur Bianca Andreescu, au point où on se dit c'est pas possible. Moi, écoutez, sur une balle de match, le drame ultime, encore une fois, là, qui se situe au pire moment du match, elle est en train de conclure un match de belle façon. Elle se tord la cheville. On pense que c'est terminé, mais non, elle réussit à finir le match sur 2 services, 2 fautes directes au niveau du retour de Pavlyuchenkova. Donc voilà, c'était une fin triste. Elle pouvait marcher en conférence de presse, on l'a vu, mais elle dit qu'elle est un peu philosophe, elle a déjà mieux en rire parce que ça devient ridicule à un moment donné, encore et encore, mais bon, dommage qu'on perde Bianca aussi. Donc, session d'après-midi décevante pour les amateurs quand même hier. Ouais, elle a dit que ça commençait à vraiment trouver ça difficile, les blessures et tout ça. Ouais. Et même quelqu'un qui a sous-entendu, bon, est-ce que tu commences à penser à la retraite? Elle a dit, c'est pas une option. Mais non. C'est pas une option pour l'instant, mais elle a dit, la question est quand même pertinente parce que même moi, j'y ai pensé. Oui. Alors qu'elle évoque ça en se disant, hey, là, ça va-tu arrêter? Puis, est-ce qu'il faut que moi, j'arrête pour que... Parce que, bon, il y a le côté tennis, mais il y a le côté aussi... tu veux pas vivre avec des blessures ou le reste de ses jours. Exact, c'est ce que Nadal a fait comme choix. Il dit, écoute, je pourrais plus marcher là, si je continue comme ça. Le gars est au milieu de la trentaine. J'ai dit Pavlyuchenkova, c'était évidemment Krejcikova au niveau du premier tour de Bianca. Mais oui, elle se questionne sur la suite. Mais bon, comme elle disait hier, elle est un peu philosophe là, par rapport à la situation, mais c'est quand même incroyable. Hein. On jase. Si c'est pas Mira Andreeva. Ouais. Non, je pense pas qu'elle aurait joué de toute façon. Évidemment, ça aurait été un match compliqué. Andreeva, une des meilleures joueuses du circuit. D'une manière ou d'une autre. 18 ans, une top 10 qui peut aspirer à un grand chelem déjà à son jeune âge, mais elle n'aurait pas été compétitive, je pense, contre n'importe quelle joueuse. Si t'es hésitant au niveau de tes pieds, c'est difficile. Plus de peur que de mal, par contre, semble-t-il, dans son cas, parce qu'elle a quand même dit, bon, je vais voir ce qui va se passer du côté de Cincinnati. Je pense que là, elle pense un peu plus loin en disant, bon, là, moi, je veux jouer l'US Open, c'est surtout ça. Il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de fracture, donc elle prenne soin d'elle. Plus de peur que de mal, c'est dommage, on ne l'aura pas à Montréal, mais elle nous a, entre guillemets, peut-être offert une victoire bonus contre Krejcikova. Oui. Même moi, j'en parlais hier, je la voyais pas nécessairement gagner ce match-là, en toute honnêteté. Et c'était un gros défi, c'est une grosse victoire, et c'est dire qu'elle est encore une excellente joueuse de tennis. C'est une menace, c'est toute une joueuse de tennis. Imagine si elle pouvait jouer avec un peu de rythme pendant 6-7 mois, ce qu'elle n'a pas fait depuis des années. Oui. Puis on se disait, elle est fit, elle a l'air bien. On a pu lui parler un petit peu là, dans nos bureaux en début de semaine. Elle a l'air très bien physiquement. Je pense qu'elle devrait maintenant faire très attention à sa préparation en début de match. Peut-être se mettre des chevillères aussi pour se protéger. Beaucoup de joueurs, côté masculin, féminin, jouent avec des chevillères. Il faut qu'elle se protège un peu quand même, surtout au bas du corps. Je sais pas si tu veux élaborer beaucoup sur Rebecca Marino, mais ça a été une domination d'Emma Navarro hier. En même temps, bon, je pense qu'un deuxième tour, elle aussi, c'était déjà presque un bonus dans son cas, mais visiblement pas de taille contre l'Américaine. Ouais, son jeu fonctionnait plus ou moins bien, son one-two punch, gros service et coup droit marchait plus ou moins bien, mais bon, Emma Navarro, c'était un niveau au-dessus clairement de Rebecca. Hier. Ouais, elle a rendu crédit à Navarro dans sa conférence de presse parce qu'elle a dit, c'est pas que j'ai pas l'impression que j'ai mal joué, j'ai été dominé par une meilleure joueuse que moi, c'est ce qu'elle a dit. Parlant de meilleure joueuse, celle qui a sauvé la mise hier, 18 ans,
un des plus bels espoirs dans le monde du tennis, Victoria Mboko a remporté son match hier, tard en fin de soirée. Sans complexe et comme une championne, bat une ex-gagnante de Grand Chelem en Sofia Kenin, 6-3, 6-2. Moi, je pense qu'on n'a pas tout vu encore de Mboko à cet Omnium Banque Nationale cette année. Je vais avoir progressé encore. Moi, c'est mon choix depuis le début du tournoi du côté canadien. Encore une fois, je pense que les joueuses la découvrent et ne savent plus trop quoi faire. C'est une Sofia Kenin décontenancée à la fin du premier set qui regardait son coach, encore une fois, qui dit « je sais pas quoi faire ». On a vu ça avec Badoza plutôt à Miami en début de saison. Elle fait ses marques sur le circuit Mboko en toute nonchalance, en toute naïveté de la jeunesse aussi, 18 ans. Quel avenir elle a devant elle, Victoria Mboko? Rien à ajouter, tu as fait un résumé parfait. Avant d'aller regarder ce qui s'en vient pour la journée d'aujourd'hui, je vais qu'on fasse un petit saut du côté de Toronto, parce que Shapovalov, c'était l'entrée en scène de Shapovalov hier. Malheureusement, il a perdu contre Leonard Tien, l'Américain. Un jeune homme, un bel espoir dans le monde du tennis, lui aussi. Moi, je le connaissais pas beaucoup. Je suis allé voir ce qu'il a fait dans les dernières semaines. Il a quand même battu Rublev et Shelton dans les dernières semaines. Alors, c'était quand même... C'était un gros client. C'est un gros client. Puis c'est un gars de 18-19 ans là, qui est pas très vieux. Alors malheureusement, c'est dommage parce que moi, Chapeau, je le voyais aller loin dans ce tournoi-là. Il a une bonne saison, venait de gagner à Los Cabos. C'est un peu dommage. Voilà. Nicolas Arsenault, lui, avait surpris tout le monde au premier tour. Une belle victoire, le frère d'Ariana. Lui devait avoir Popirine dans les pattes, le champion en titre du tournoi. Il l'a quand même amené au bris d'égalité au premier tour, mais c'était un adversaire trop fort pour lui en bout de ligne. Oui, c'est un beau parcours, un joueur qui a fait le maximum avec son laissez-passer, des points en banque, un prize money réel qui vaut la peine. C'est ce que j'écrivais à notre Alexis Galano hier. Je dis bravo pour ton premier tour parce que c'est un game changer. Puis c'est ce qu'Arsenault a fait avec cette victoire aussi au premier tour. Donc chapeau quand même pour cette percée en Masters. Et c'est de l'argent significatif ça change la vie pour ces joueurs-là. Ouais. Ça change leur année en tout cas. Oui, absolument. Juste rappeler que, souligner que Paolini a perdu son match hier, c'était une des bonnes têtes de série ici. Et Marketa Vondrousova, championne à Wimbledon il y a quelques années également, a perdu son match. Alors, elle est éliminée. On va regarder ce qui va se passer du côté de Montréal aujourd'hui. Ouais, qu'est-ce que tu veux acheter? Quand même de Goff Collins. Tu veux? OK. Prenons le temps si tu veux y aller pour Goff et Daniel Collins parce que ça a été un long match. Exact. Et Coco Gauff l'a finalement emporté. Elle était contente. Elle a serré le poing, crié à la fin. Je pense que ça a été une bataille plus compliquée que ce qu'elle attendait. Puis en même temps, je sais pas pourquoi, parce que ça aurait pu être une demi-finale de Grand Chelem, ce match-là hier. Ça a été un match excitant parce que plein de rebondissements, mais un match quand même en termes de qualité très compliqué. Il y a eu 154 fautes directes dans ce match-là. Imagine, 154, 35 doubles fautes. Écoute, ces 154 fautes directes, c'est contre 59 coups gagnants seulement. Donc la qualité était exécrable. C'est pour ça que ça a été long. Ça s'est terminé au troisième set en tie-break. Le service de Coco Gauff ne fonctionnait pas, des doubles fautes après double faute, au point où durant l'arrêt toilette de Collins a pratiqué son service, et même en pratiquant de façon casual, ça marche pas, les balles dans le bas du filet, les balles out, donc ça a été un match excitant pour la foule quand même, mais pour les connaisseurs un peu décevant parce que très peu de qualité. C'était le premier match de Gauff depuis Wimbledon et ça paraissait. Et Daniel Collins, en fin de match, presque à chaque coup, lançait la raquette à terre, beaucoup de signes de frustration. Elle savait qu'elle avait une chance de gagner ce match-là, puis elle n'a pas réussi à elle a servi pour le match. Exact. Elle a servi pour le match. Non, elle était déçue, puis elle voulait. Puis ça, c'est quand même bien parce que les deux se sont battus jusqu'au bout, malgré des circonstances compliquées pour elle. Aujourd'hui, mon cher Hugues, oui. On a fait l'expérience la semaine, il y a 2 jours, en diffusant en direct le match d'Eugénie Bouchard. Ce sera partie remise ce soir. On va diffuser le match d'Eugénie Bouchard. Vous pouvez venir nous poser vos questions, venir jaser avec nous pendant la rencontre. On va faire la description du match et vous apporter des statistiques et des histoires intéressantes durant ce match-là. Elle affrontera Belinda Bencic, une fille qui a à peu près son âge, deux filles qui se connaissent bien. Elles ont joué. Gros mandat pour Eugénie Bouchard ce soir. Que vois-tu dans les cartes pour elle ce soir? Je pense qu'elle va elle va arriver avec confiance.
avec moins de stress que le premier match. Elle voulait vraiment bien faire à son premier match, qu'elle a remporté de belle façon. Elle a eu une journée pour bien récupérer. Elle joue en sensation de soirée ce soir, ce match de deuxième tour. Bon, Eugénie est 0-3, donc 3 défaites contre Bencic. Ce serait leur 4e rencontre. Leur dernier match s'était joué en 3-7. Eugénie avait gagné un 7. Encore une fois, je m'attends à une session excitante ce soir. Je ne serais pas prêt à parier pour une victoire pour Eugénie comme j'avais dit au premier tour, mais dans le rythme du match, la foule, ça va être électrique encore ce soir. Il peut se passer des choses. Je m'attends à une session vraiment, vraiment intéressante. Puis on va être là, live avec vous pour commenter et décrire le match. Et Bencic, c'est quand même une excellente joueuse sur le circuit. C'est une fille qui a gagné la médaille d'or olympique à Tokyo dans cette édition là, des Jeux olympiques après la COVID. C'est quand même une fille également qui a 9 titres sur le circuit, dont un ici même, à Montréal, à ce qu'on appelait à l'époque la Coupe Rogers en 2015. Exact. Et cette année-là, Belinda Bencic avait affronté Eugénie Bouchard dans le tournoi. Alors, on se retrouve, pourquoi pas, une revanche une dizaine d'années plus tard là, pour Eugénie Bouchard dans son dernier tournoi. Et qui sait, peut-être que ça mènera vers une victoire à la fin, comme Belinda Bencic l'avait fait. Et là, elle sera obligée de continuer sa carrière. Ben, c'est ce qu'elle a dit à la conférence de presse avec un sourire, mais coudonc, si ça arrive, est-ce qu'elle le ferait vraiment? Mais en tout cas, moi, je pense qu'elle va être détendue, sereine ce soir. C'est que du bonus, ce qui se passe en même temps. Rien à perdre. Et j'avais la discussion avec Charlotte. C'est quoi quand tu es une joueuse comme Eugénie et que tu joues contre une des meilleures joueuses? Ben, tu la joues. Ben ouais. Tu go for it. Pas de complexe, puis tu la joues, puis c'est la seule façon que tu peux y arriver. Alors, j'ai hâte de voir. Elle est 0-3, mais Eugénie, on y a parlé hier. On était là encore. Elle semble détendue. Rien à perdre. Peut-être qu'il pourra laisser aller les mains. Puis elle disait, il faut que je pratique mes volées, tout ça. Mais nous, on avait l'impression que les mains étaient bonnes quand même. Alors, les mains étaient bonnes, mais elle avait besoin de 3, 4 ou 5 coups, des fois pour terminer. Puis les balles vont arriver plus rapidement avec Bencic ce soir au filet. Donc, il va falloir qu'elle conclue plus rapidement sur ses volées. Mais je m'attends à un jeu d'attaque encore ce soir. Ici, elle peut augmenter son pourcentage de première balle, parce qu'elle a gagné en dépit d'un pourcentage de première balle ordinaire. Autour de 50. C'était mieux d'ici à la fin de la rencontre, mais au début, c'était plus ou moins, j'allais dire, ça passait pas. Là. Alors, comme tu dis, autour de 50%, c'est pas catastrophique, là, mais on préfère un peu plus haut, autour de 60-65% de première balle. Alors, si elle peut avoir une meilleure performance au service, ben, elle va se donner des chances contre Belinda Bencic, qui est une excellente joueuse. Mais écoute, moi, je ne me parierais pas contre Eugénie. On va diffuser ce match-là. Venez jaser avec nous. Venez nous poser vos questions. Venez faire les commentaires. Puis, je pense que tu as été plusieurs à nous écouter la dernière fois. Alors, ça nous fera plaisir. Autre match que moi, je vais surveiller. Maria Sakkari contre Jessica Pegula qui a gagné à quelques reprises ici. Et Sakkari qui a défait une Canadienne un peu plus tôt dans le tournoi. Alors et qui est une ancienne top 10 mondiale. Alors, je pense que ça va être un bon match. Oui, 3e match en session de journée aujourd'hui. Ça va être intéressant. Tout juste après Iga Swiatek. Donc, on a quand même une très belle affiche encore aujourd'hui. Gros, tu parles d'affiche. Grosse affiche du côté de Toronto également. Plusieurs Canadiens en action. Alexis Galarneau pourrait peut-être battre la bête noire de Félix Auger-Aliassime Koboli, qui pour une raison ou une autre a toujours le meilleur sur Félix. Et Alexis est un des meilleurs amis à Félix. Alors pourquoi pas prendre la revanche pour Félix et avec le support de la foule. Et je sais pas si tu as vu les images de la famille d'Alexis. Et nous, on les connaît bien quand même. C'était presque touchant de voir sa victoire. Puis les deux, on lui a écrit. Il a pris le temps de nous répondre. On peut vous garantir que son téléphone a explosé. C'est vous dire la classe d'Alexis Galarneau. C'est un match pivot pour lui. Il était un peu bloqué autour de la 200e position. Là, il va faire un saut au niveau du classement qu'il recherchait désespérément. Et plutôt que de faire 5-6 challengers pour aller grappiller des points, ben là, il fait des points dans un Masters 1000. Ça va beaucoup plus vite et évidemment, la bourse qui vient avec. Tu prêt? Gabriel Diallo, le géant, va affronter Matteo Gigante. C'est juste ça que je voulais dire. Excellent. 23 ans, il est 125e mondial. Alors, c'est définitivement probable pour Gabriel Diallo qui a remporté un titre cette année. Il commence de plus en plus à s'inscrire comme un joueur régulier dans le top 100, Gabriel Diallo, et qui est une menace pour n'importe quel joueur sur le circuit. Gabriel qui est le joueur canadien. Si c'est Mboko du côté féminin, Gabriel du côté masculin est le joueur en pleine montée. Il a commencé son année autour du 100e rang. Il est rendu 34e. Et je serais pas surpris qu'il se rapproche rapidement de Chapeau-Valeuve et Félix qui sont tout juste devant lui au 27e, 28e rang. Donc, Gabriel commence sa série à l'Omnium aujourd'hui. Ce serait une gigantesque victoire. Voilà. Ça sera terminé pour les jeux de mots par rapport à ça. Félix, lui aussi, il sera en action, va affronter Mont-Rosanne. Et c'est intéressant ça parce que Diallo l'a battu
à Washington il n'y a pas si longtemps. Et en Coupe Davis en début d'année à Montréal. Alors peut-être que Félix et Gabriel vont se parler pour avoir un peu d'informations sur le style de joueur. Ouais. Et c'est un match-up intéressant pour Félix. Écoute, c'est possible qu'à Toronto, on voit les 3 Canadiens passer. C'est pas impossible, on peut y croire, même dans le cas d'Alexis. J'y crois. Hugues, plan de match fait, on est revenu sur la journée d'hier. On avait beaucoup de matériel. Je te remercie infiniment pour cette nouvelle édition du Café OBN. Je ne serai pas là pour les 3 prochaines éditions. Contrat professionnel oublié chez Charlotte Robillard-Millette qui va me remplacer et toi qui seras à l'animation. Alors, vous allez être en excellente, entre bonnes mains. Et Hugues, comme c'est la tradition, je vais te donner le mot de la fin. Bon tennis, Alex. Bon tennis tout le monde. Bon 3e tour à l'Omnium Banque Nationale.